Merci Julien pour cet accueil. Merci à vous d'être là pour inaugurer cette nouvelle conférence. Merci de me faire confiance, Julien, pour la session d'ouverture de cette première conférence. Je ne vous vois pas dans le noir, je vous vois encore moins avec, avec mes lunettes. Et comme Julien l'a dit, merci aux sponsors qui rendent ce type de conférence technique possible. Donc pendant les pauses, allez les voir, allez sur leur scène, discuter avec eux. C'est grâce à eux que nous pouvons tous être là. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un bon week-end. J'ai codé, j'ai développé une application iOS, un jeu de Pac-Man original, comme le vrai jeu des années 80, avec un petit bonhomme jaune, avec les fantômes qui courent après, avec des vies, avec des points, avec les petites pilules blanches magiques qui transforment les fantômes en bleu, et quand on mange les fantômes, enfin bon, je ne vais pas vous raconter tout le jeu de Pac-Man. J'ai pas écrit une ligne de code, c'est du vibe coding comme on dit, donc j'ai pris un agent de codage et je lui ai demandé de me développer ce genre d'application. Comme vous voyez, je vais plus vite pour développer l'application que pour vraiment jouer à Pac-Man, mais en quelques temps j'avais une application décente avec un modèle view controller écrit en Swift, moderne avec SwiftUI. Combien de temps vous pensez qu'il m'a fallu pour écrire cette application? 4 heures? 2 heures, c'est plus proche. 30 minutes, c'est très optimiste. Déjà, je vous ai dit, c'est ce week-end, donc c'est moins de 2 jours. Non, c'est 1 heure. Il m'a fallu 1 heure à partir du prompt initial. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Hein. Le prompt initial a généré un truc qui fonctionnait, qui compilait, qui pouvait tourner. Mais le petit bonhomme jaune se déplaçait à droite correctement, mais dès qu'il se déplaçait à gauche, il était dessiné n'importe comment. Je ne sais pas si c'est un biais politique de l'IA. Mais ça, il m'a fallu un peu de temps pour itérer, lui dire non, ça ne marche pas. Et sa dernière réaction était assez amusante. Il m'a dit, OK, je vais prendre une approche complètement différente. Je vais redesigner ce code, ce qu'il a fait. Et là, ça marchait. La collision entre les fantômes et le personnage ne marchait pas non plus. Donc, il m'a fallu 8 prompts de follow-up après le prompt initial que je vous montrerai après. Ensuite, j'ai voulu comprendre le code. Donc, je lui ai demandé d'écrire la doc, d'écrire un README, de me faire un diagramme de classe. Et là, c'est même pas une question d'heures, c'est une question de minutes. J'avais un beau diagramme de classe. Je pouvais comprendre le code, j'avais un README, etc. Ça fait peur si on est développeur. On se dit, est-ce que je vais garder mon job? Des IA peuvent faire ça en 1 heure. Je ne sais pas combien de temps il aurait fallu avant pour créer un jeu Pac-Man comme ça. Bon, ça reste relativement simple et un sujet bien connu. Est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? Moi, je ne pense pas. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les 20-25 prochaines minutes. En revanche, ça va changer la manière dont on développe. Ça va redéfinir le rôle du développeur. Parce que si je vous dis que l'IA ne va pas remplacer le rôle des développeurs, ce n'est pas pour être gentil avec vous, pour que vous m'aimiez bien, parce que moi-même, je me considère comme un développeur. Mais l'IA va remplacer des jobs, ou va en tout cas changer des jobs. On a vu ça dans les années 80, quand PageMaker sur Mac est apparu au début des années 80. Ça a redéfini le rôle du typiste, celui qui sélectionnait les caractères pour imprimer votre journal le matin. Ça a changé le rôle. On travaille sur ordinateur maintenant. Mais la fonction n'a pas vraiment disparu. Il y a toujours des gens qui font de la mise en page, du design graphique, des typistes, même s'ils ne doivent plus sélectionner des caractères pour imprimer. Donc en tant que développeur, c'est un peu à vous de choisir. Soit vous prenez la pilule bleue et vous continuez à écrire du code ligne par ligne, comme le faisaient nos parents, nos grands-parents. Soit vous prenez la pilule rouge et vous acceptez les nouveaux outils et vous devenez un super développeur au super pouvoir. Bonjour, je m'appelle Sébastien Stormack, je suis développeur advocate chez AWS. On essaye modestement de créer des outils pour que vous puissiez construire des applications, les déployer ou les monitorer à très très grande échelle. Et les outils, c'est vraiment clé dans ce que nous, on utilise en tant que builder, en tant que développeur. Les outils évoluent, on n'écrit pas du code aujourd'hui comme on l'écrivait avant, en gravant dans la pierre des lignes de code. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, écrire du code, c'était avec une feuille de papier, un crayon, et puis après, on faisait des trous, enfin pas on, je pense que personne dans la salle ici a fait des trous sur des cartes perforées. Et déjà à l'époque, quand les premiers outils un peu plus évolués sont apparus, il y avait des peurs. Oulala, les gens qui utilisent ces nouveaux langages de haut niveau, ils n'arriveront jamais à écrire du code aussi efficace que moi j'écris en assembleur directement. Et aujourd'hui, on rit à ceux qui faisaient des trous dans des cartes en carton, comme demain probablement, des gens riront à l'idée que nous, au XXe siècle, au XXIe siècle, on écrivait chaque ligne de code dans nos applications. Les outils nous aident, ils nous aident à être plus productifs.
Ça, c'est mon premier projet Java professionnel. On est dans les années 90, je suis à Luxembourg, dans une banque, ebanking.com, la première solution de e-banking au Luxembourg. C'était une applet à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent ce que c'est une applet. C'est une application Java qui tourne dans une page web. Et on a développé ça sur Sun Solaris, avec comme éditeur de texte VI, pas Vim que vous voyez là, avec du syntax alighting et la correspondance des brackets, etc. Non, le pur VI sans plugin. On utilisait JavaC pour compiler. À l'époque, il n'y avait pas de Gradle et des choses comme ça. Non, c'est pas vrai. On avait Make. C'était pas mal, Make. C'est toujours bien, Make. J'utilise toujours Make. Est-ce qu'on était productif? Selon les standards de l'époque, oui, on était productif. On a terminé ce projet en temps et en heure. Donc les outils, c'est bien. Et en tant qu'humain, nous, on fait des outils, on imagine, on les construit, et puis on utilise ces outils pour créer encore plus d'outils. Et en tant que développeur, on fait la même chose. Donc les outils, c'est bien, il ne faut pas avoir peur des outils. Ça, c'est mon premier IDE. MS-DOS, début des années 90, Turbo Pascal. Puis je suis tombé amoureux d'un autre IDE, d'un autre outil. Premier outil, Java. Ça s'appelait Kawa, c'était sur Windows 95, fin des années 90. Donc les outils nous permettent de nous élever et de nous mettre sur les épaules de géants. Ce n'est pas une phrase de moi, c'est bien trop beau, c'est Isaac Newton qui a dit ça. Donc avec les outils, on les compose et on crée d'autres outils. Et puis on améliore les outils. Les outils s'améliorent avec les outils qu'on a, plus de CPU, plus de mémoire, ce qui nous permet de faire des choses graphiques, et on devient de plus en plus productif, de plus en plus powerful, de plus en plus puissant. Mais chaque fois, il y a des craintes. Souvenez-vous, quand le autocompletion est arrivé dans les IDE, il y a des gens qui disaient « Ah, moi, je ne veux pas utiliser ça, je vais oublier la syntaxe, je veux taper à chacune des lignes de code. » Mais non, tout le monde utilise de l'autocompletion. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur tous les outils qu'il y a eu pendant les 60 ou 70 dernières années en informatique, ni les évolutions des langages de programmation avec le memory management, le strong typing, les assertions, les debugs, etc. Mais tout ça, ce sont des outils que nous avons adoptés, que nous utilisons au quotidien pour développer nos applications, pour écrire du code. Parce que souvenez-vous, au début, écrire du code, c'était essentiellement connecter des 0 et des 1 avec des câbles physiques dans des machines dans les années 40. Heureusement, dans les années 50, sont arrivés le langage assembleur, ce qui permettait d'écrire du code, de l'échanger avec ses collègues, de faire des reviews de code sur papier, mais de façon beaucoup plus efficace que quand c'était des 0 et des 1. Et puis très rapidement, fin des années 50, début des années 60, les premiers langages dits de haut niveau, le Fortran, le COBOL qui est toujours très utilisé aujourd'hui. Quelqu'un sait quel est ce langage de programmation qui calcule la surface d'un triangle? Oula, quel silence! C'est du Fortran pour calculer. J'ai jamais écrit de Fortran, j'ai jamais vu de Fortran avant aujourd'hui, en fait, enfin avant d'avoir préparé ce talk. Et ça a continué, années 70, 80, 90, 2000, 2010, avec Pascal, dont j'ai déjà parlé, C++, Objective-C, Python, Java, qui ont 30 ans. Java fête ses 30 ans cette année. C#, Scala, jusqu'au langage dit moderne aujourd'hui, 2010, Go, Rust, Swift, Kotlin. Quelqu'un sait c'est quoi le code là à droite? Il calcule la surface d'un triangle. C'est le même code qu'avant, qui a été traduit par une IA. Donc, Swift, bien vu, c'est du Swift. Je crois qu'en 2025 et au-delà, le langage de programmation, c'est le langage naturel. On demande déjà aujourd'hui à des systèmes de générer du code. Ça, c'est le prompt que j'ai utilisé pour créer le jeu de Pac-Man. Ni plus, ni moins. Oui, il y a eu les 8 questions de follow-up, etc. Mais le prompt original, c'était juste ça. Et souvenez-vous, à la première version, ça compilait, ça se déployait sur un simulateur iOS. Je vous ai déjà montré le résultat. Alors pour moi, ça a marché. Pour un cas relativement simple. Pour d'autres, ça ne marche pas. Je suis tombé sur ce tweet la semaine passée d'un ingénieur de chez Meta qui disait « J'ai essayé Claude 4, il a démêlé mon spaghetti, il a cassé mon monolithe en microservices, 25 invocations d'outils, 3000 lignes de code générées, 12 nouveaux fichiers, et rien ne marchait. » Mais qu'est-ce que c'était joli à regarder. Et souvent, je suis comme ça quand je regarde le truc générer du code. Waouh, c'est beau, ça génère du code. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Alors, quels sont les cas où ça marche? Quels sont les cas que vous avez déjà expérimentés, que moi, j'ai déjà expérimenté, où ça marche? Qu'est-ce que des agents de codage peuvent faire aujourd'hui? Code completion, ça, c'était la base, ça fait à peu près 2 ans que c'est là. Expliquer du code. On découvre un nouveau projet, une nouvelle librairie, on lui demande de nous expliquer, de générer un README, des diagrammes de classe, etc. Faire toutes les tâches un peu rébarbatives pour nous, les développeurs. Générer des tests, générer de la documentation, refactorer du code.
traduire d'un langage à un autre. Chez AWS, on a des outils automatiques pour traduire du vieux Java 8 en Java moderne, ou du C# Windows en C# Linux, ou du COBOL même vers Java. Débugger, comprendre des erreurs de compilateur, nous expliquer des erreurs de compilateur. Vous avez vu les workflows basés sur Git, on crée une issue, c'est une IA qui génère le PR correspondant à l'issue. Même le développement de user interface. On donne une photo d'une interface graphique à un agent et il nous génère du code web, Swift UI ou Jetpack correspondant à ça. Il y a eu une démo de Google la semaine passée ou la semaine d'avant où ils donnaient des designs Figma à leur agent pour générer des interfaces web, des choses qui sont assez rébarbatives à faire. Et puis toute la partie DevOps, évidemment, infrastructure as code, que ce soit Terraform, CloudFormation ou les autres, les IA sont relativement bonnes pour faire ça. Je voulais vous faire une petite démo, parce qu'on est dans une conférence tech. Je suis le mainteneur d'une librairie open source qui permet de développer en Swift, je crois que vous allez comprendre que j'aime bien Swift, pour faire des fonctions lambda. Donc lambda, c'est un service serverless dans le cloud qui permet de déployer du code et de ne pas se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Et je me suis mis dans les pieds d'un nouveau développeur qui découvre cette librairie, qui connaît déjà Swift et qui veut créer sa propre fonction lambda. Donc j'ai ouvert le projet, je l'ai cloné, je l'ai ouvert dans mon IDE. Et puis j'ai pris un agent, celui d'Amazon, parce que je travaille pour AWS, qui s'appelle Q, et je lui ai demandé, basé sur les exemples qu'il y a dans cette librairie et le README, écris-moi une fonction lambda en Swift moderne, Swift 6, qui prend 2 paramètres, les coordonnées GPS de 2 endroits différents. Déjà là, il y a un piège, c'est pas 2 paramètres, c'est 4 paramètres, et qui me calcule la distance en kilomètres entre ces deux points GPS. Il a commencé à analyser mon code, à regarder ce qui existait, etc. Et puis à générer du code. Il a généré le code, il a généré l'infrastructure as code pour déployer cette fonction lambda, il a généré un README, vous allez le voir, il est assez complet. Alors j'ai accéléré certains aspects de la démo. En tout, ça a pris 7 minutes. Ici, je vous montre 3 minutes. Donc j'ai accéléré certaines parties. Mais en 7 minutes, j'avais du code. Et à la fin, il m'a expliqué ce qu'il a fait, la structure du projet, comment le déployer, comment le compiler, comment le tester. Donc j'étais très curieux d'aller voir le code. J'ai dû un peu naviguer dans le projet pour le trouver. Il a mis ça sous la directory exemple. Pourquoi pas, ça a du sens. Il m'a écrit un package.swift, qui est le moyen en Swift de définir ses dépendances. Il m'a écrit un README extrêmement complet avec les prérequis, comment builder, comment déployer, comment tester en local. Dans la librairie, il y a un mini-serveur qui émule Lambda, donc on peut tester en local avant de déployer. Il m'a donné des exemples de data, de format de données à envoyer et à recevoir. Et quand on regarde le code source, il y a les structures de données. Swift est un langage fortement typé, donc on doit définir les structures de données en entrée-sortie. Il m'a fait le calcul un peu compliqué avec des sinus, tangentes, cosinus, etc. pour calculer la distance entre 2 points GPS, la distance en kilomètres. Et puis il m'a fait le lambda handler, donc le point d'entrée de ma fonction, relativement correct. C'est pas du code super optimisé, il y a des petites optimisations, des choses qu'on pourrait mettre en dehors du handler pour réutiliser d'invocation en invocation. Il y a là ce truc-là, NSError, là sur la ligne 85, c'est un peu bizarre aussi, c'est du vieux Swift, ça se fait plus maintenant. Enfin, pas de red flag en tout cas, donc j'étais assez curieux pour voir si ça allait compiler. Ce que j'ai fait également, donc je suis revenu à la ligne de commande, et j'ai lancé un Swift Run qui allait compiler et lancer l'émulateur local pour pouvoir tester en local. Alors là, j'ai beaucoup accéléré parce que ça prenait du temps. J'ai enregistré cette vidéo dans le train en venant hier en plus, donc c'était par des réseaux 4G, ça a pris beaucoup de temps à télécharger les dépendances. Mais au final, il m'a lancé l'émulateur. J'ai copié-collé la commande qui m'a généré dans le README pour voir est-ce que je peux appeler avec la fonction curl le truc. Premier essai, ça n'a pas marché. Je voulais laisser pour montrer. C'est parce qu'il y a un truc spécial sur mon laptop avec localhost. Il ne comprend pas, il faut que je mette 127.0.0.0.1. Donc j'ai recommencé avec 127.0.0.1. Et là, paf, il m'a donné une réponse. Donc le code était correct. Il a compilé, il a déployé. Pour des questions de temps, je ne vous montre pas le déploiement, mais je l'ai déployé sur une vraie fonction lambda et ça a fonctionné du premier coup aussi. Donc pour des exemples simples comme ça marche. Et puis pour des tas d'autres, ça marche également. Par exemple, il y a une étude de GitHub sur Mercado Libre. Mercado Libre, c'est un espèce de mélange entre Uber Eats et Amazon, extrêmement populaire en Amérique latine, qui dit que leurs équipes passent 50% de moins à développer du code quand ils utilisent GitHub Copilot. Il y a une autre étude de Google que je trouvais intéressante qui dit que leurs équipes qui utilisent des AI Companions vont 21% plus vite que les autres, celles qui n'en utilisent pas, pour écrire du code. Alors ça, c'est le titre de la presse, c'est le truc
qu'on retient en première page. Quand on va lire le PDF de l'étude, ils sont beaucoup plus nuancés, notamment dans la conclusion. Ils disent, 1, on n'a pas analysé la qualité du code. 2, on a trouvé des études qui disent exactement l'inverse que nous. Et 3, on a travaillé avec des seniors développeurs. On n'a pas d'études ou de données sur l'impact sur des juniors développeurs. Donc cette étude est très factuelle, honnête. Allez la lire, le lien dans le PDF est là. Ne vous arrêtez pas en général sur le headline qui est dans la presse. Parce que justement, dans la presse, vous allez voir un énorme gap entre le hype, Microsoft qui annonce que 30% de son code base est généré par l'IA aujourd'hui, et puis la réalité, des choses qui marchent parfois bien, je vous ai montré Pacman, je vous ai montré ma petite fonction lambda, et des choses qui marchent moins bien également. Et je crois que l'opportunité que nous avons en tant que développeurs, c'est de nous situer justement dans ce gap. Comprendre les faiblesses de l'IA, et être capable de pallier à ces faiblesses, de les détecter d'abord, et puis d'y pallier, et puis comprendre là où ça marche bien, et utiliser l'IA pour nous amplifier, pour être plus productif et pour aller plus vite. Je crois que c'est dans cet espace-là, ce gap entre le hype et la réalité, que nous, développeurs, nous devons essayer de nous mettre. Alors évidemment, comme chaque nouvel outil, chaque nouvelle technologie, il y a toute une série de peurs ou d'assumptions, enfin de fausses croyances au sujet de cette technologie. Et quand je parle avec vous, quand je lis les réseaux sociaux, quand je lis des articles, la première que je découvre tout le temps, c'est l'AI va remplacer les développeurs. Et ça, je crois que c'est vraiment une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un développeur, du rôle du développeur. Le développement, ce n'est pas juste écrire du code. C'est un processus bien plus complexe qui implique résoudre des problèmes, parler avec des gens, si, ça fait partie du rôle du développeur, faire du design système, de l'architecture. Et l'AI est très très bonne pour générer du code, pour l'implémentation, à partir de choses relativement bien connues. Mais pour gérer le life cycle, le cycle de vie d'un projet complet, l'AI ne fonctionne pas bien. Pour s'asseoir dans une réunion avec des gens, des humains en face, et comprendre les subtilités, les nuances des besoins métiers tels qu'ils sont exprimés par les utilisateurs, aujourd'hui, l'AI n'est pas capable de le faire. Pour comprendre un business contexte, avec toutes les subtilités, la nuance, la politique, l'AI n'est pas capable de le faire. Et on a déjà vu ce genre de crainte dans le passé, je vous l'ai dit. Hein. Souvenez-vous, les ORM, les outils Object Relational Mapping qui sont apparus, c'était quoi, dans les années 90, 2000. À ce moment-là, on a dit, oui, les trucs comme Hibernate et les librairies comme ça, les experts en base de données ont dit, nos jobs vont disparaître parce que maintenant, il y a les ORM qui sont là. Et on est 20 ans après, 30 ans après, on voit que c'est pas vrai, on a toujours besoin de bases de données et d'experts de bases de données. L'autre crainte que j'entends souvent de la part de développeurs plutôt seniors, c'est de dire que le code généré est moins bon que le code généré par des humains. Et de nouveau, je pense que c'est complètement faux. Pour des tâches routinières, je crois que l'IA produit des résultats meilleurs que l'humain. Le code est plus consistant, il est mieux documenté. L'IA n'est jamais fatiguée, elle ne prend pas de raccourcis, elle n'oublie pas un edge case pour autant qu'elle l'ait déjà vu avant. En général, c'est mieux qu'un développeur qui est en phase finale de rush juste avant sa deadline. En revanche, comme je l'ai déjà dit, l'IA n'est pas bonne pour des architectures, des décisions à haut niveau, pour rentrer dans un domaine métier très spécifique ou pour faire quelque chose de nouveau qu'elle n'a jamais vu avant. Et la troisième fausse assumption que j'entends tout le temps, c'est on n'a plus besoin d'apprendre à coder. C'est un peu comme si je vous disais, maintenant qu'on a des calculatrices, je ne dois plus apprendre les maths. C'est de nouveau une mauvaise compréhension du métier du codeur, du développeur. Parce que justement, la collaboration avec l'IA, ça va exiger la capacité de lire le code et de comprendre le code, de le débugger, peut-être de le modifier également. Et ça, c'est impossible à faire si vous ne savez pas comment coder. Vous devez apprendre suffisamment à coder pour détecter quand est-ce que l'IA sera fausse, sera incorrecte. Et elle le sera, et elle l'est. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'IA nous permet de démocratiser la création de logiciels. Ça va permettre à des experts métiers qui ont un peu de connaissances techniques de développer du code, là où avant ils auraient dû passer par leur département IT central et demander à des développeurs traditionnels de développer du code. Mais justement, si je suis en train de dire que plus de gens et des gens métiers pourront
accéder à du code, ça veut dire qu'il faudra moins de développeurs. Donc mon premier point est valide, non? Je suis en train de me contredire ou pas? Je ne pense pas. Je pense que s'il y a plus d'agents IA et plus de code généré par IA, il faudra plus de développeurs. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif comme ça, mais c'est un effet bien connu en économie, on appelle ça en français l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons. Jevons, c'est un économiste anglais du 19e siècle, et lui, il a étudié ça sur le charbon. Et le charbon, enfin nous les développeurs, on est un peu le charbon de l'industrie IT également. Et ça, son observation, c'était sur les machines à vapeur. Quand les machines à vapeur sont apparues, ces machines étaient beaucoup plus efficaces que la précédente génération de machines. Et donc elles avaient besoin de beaucoup moins de charbon pour faire la même tâche. Et donc il y avait une peur dans l'économie de dire la demande de charbon va s'écrouler parce que ces machines sont tellement efficaces, elles consomment 10 fois moins de charbon, on ne va plus avoir besoin d'autant de charbon. Et ce qui s'est produit, c'est exactement l'inverse. Comme ces machines étaient efficaces, et parce qu'elles étaient efficaces, on en a acheté plus, et on en a mis des machines là où il n'y avait pas de machines avant. Et donc la demande globale pour le charbon a augmenté au lieu de diminuer. Même chose avec l'essence, par exemple. Les voitures sont plus efficaces, ça ne diminue pas la consommation d'essence mondiale, au contraire, ça la tire vers le haut parce que l'utilité marginale du litre d'essence baisse, si je prends des termes économistes. Et donc de la même manière, si les développeurs sont plus productifs, le ratio prix-développeur par application ou par ligne de code, c'est pour autant qu'on puisse calculer la productivité du développeur par ligne de code, ce ratio va baisser. Et donc ça va faire un appel d'air pour commencer à développer des applications qu'on n'avait pas développées avant, qu'on n'avait pas encore pensé possible économiquement parlant. Ou ce long backlog que vous avez certainement dans votre société aussi, de toutes ces applications qu'on aimerait bien faire un jour où on a le temps, maintenant on peut les faire. En fait, la question va changer. Parce qu'à travers l'histoire de l'informatique, on s'est toujours posé la question des limitations techniques. Est-ce que j'ai assez de CPU, de bande passante? Est-ce que j'ai assez de stockage? Est-ce que j'ai assez de force de travail, de développeurs pour pouvoir développer ça de façon économiquement viable? Et donc la question, c'était « Can we build it ?» Et maintenant, à l'heure du cloud et de l'intelligence artificielle, la réponse est essentiellement « Oui, on peut. On a du stockage virtuellement illimité, du compute virtuellement illimité, enfin il est limité par votre carte de crédit, pas par la capacité des cloud providers à vous fournir de la capacité. Et grâce à l'AI, on a plus de bandes passantes développeurs, plus de capacité de développement. Donc la question, c'est plus tellement peut-on le faire, parce que la réponse est oui. La question devient doit-on le faire et comment doit-on le faire? Donc c'est un shift entre des contraintes techniques et économiques sur des contraintes plutôt de design ou de qualité. Et c'est là que votre jugement de valeur en tant que personne, en tant que développeur, sera plus important que les jugements ou les choix techniques. C'est là où l'expérience utilisateur, l'expérience du client qui va utiliser votre logiciel va devenir plus importante que l'élégance de l'implémentation. Et puis peut-être des considérations éthiques aussi, plus performantes, plus importantes que des données sur la performance de l'application. Et ça nous offre à la fois un challenge et une opportunité. Le challenge, c'est de développer des nouvelles skills, des nouvelles capacités pour nous, les développeurs, qui sont plus focalisés sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos clients, à nos utilisateurs d'applications, et une opportunité également qui est de faire un travail qui a peut-être plus de sens, qui est moins lié à écrire des lignes de code, mais avoir une vision plus globale de pourquoi et comment on utilise les applications, ou les gens utilisent les applications. Je dis applications au sens large, les workloads, vous les nommez comme vous voulez, mais les systèmes logiciels que nous construisons. Et ça fait évoluer le rôle du développeur, avec 4 évolutions, 4 changements majeurs selon moi. Le premier, c'est que le développeur va passer du rôle de writer à code creator. Donc plutôt d'écrire des lignes de code, le développeur va être un professionnel qui est capable d'interagir avec un système automatique, un agent de codage par exemple, de poser la bonne question, de relire le code qui a été généré, de choisir le code qui a été généré, qui peut aller en production, éventuellement de le modifier. C'est un peu comme la différence entre un journaliste pigiste et l'éditeur en chef. Le journaliste pigiste, il pond sa copie, comme le développeur traditionnel pond du code. C'est un verbe qu'on utilise dans les deux cas d'ailleurs. Et puis l'éditeur en chef, lui, il choisit la ligne éditoriale, il met les critères de qualité, il renvoie la copie au pigiste parfois si ce n'est pas le niveau attendu. Je crois que le rôle du développeur va évoluer plus sur ce rôle d'éditeur en chef
de code plutôt que de pondeurs de code ligne par ligne. L'autre capacité que nous devons développer, c'est la capacité de dompter ces AI. J'aime bien m'imaginer en dresseur d'AI avec mon fouet. Il y en a d'autres qui appellent ça du prompt engineering, mais je m'imagine mieux avec le fouet. Être capable de formuler un problème de telle façon à ce que le système puisse le comprendre, à le découper en morceaux de façon à ce que le système puisse donner les résultats optimaux. Comprendre les faiblesses du système, pouvoir le prompter avec énormément de rigueur aux endroits où il a besoin d'être guidé, et de lâcher un peu la bride, de nouveau une analogie avec du dressage, lâcher un peu la bride quand on peut donner libre cours à la créativité du système. C'est un peu comme apprendre un nouveau langage de programmation basé sur le langage naturel. Sauf que votre compilateur ici, il a des opinions, parfois assez fortes, et il peut avoir des hallucinations. Donc on doit travailler un peu différemment avec lui. Et c'est pas juste écrire des prompts, c'est vraiment imaginer un système conversationnel qui peut donner le meilleur résultat pour un problème donné. Et puis être capable de partager ce système conversationnel, ce système sémantique, avec d'autres également. Comme on partage toujours, j'espère aujourd'hui, des design patterns en matière de code, on commence à voir apparaître des librairies de prompts. Tel prompt est efficace dans tel cas. Et si ce n'est pas exactement le cas que moi je dois résoudre, eh bien au moins ça m'inspire de voir comment tel prompt qui a été efficace déjà par le passé, je peux reprendre certains éléments de langage de ce prompt-là dans mes prompts à moi. Regardez un site web comme promptz.dev par exemple, qui commence à être une librairie de prompts qui sont utiles pour les développeurs. Bref, le développeur du futur, d'aujourd'hui et de demain, il doit s'élever pour penser plus en termes de design de système, d'architecture de système, de formulation de problèmes, d'évaluation de code qui est généré par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre, et de collaboration avec les humains. Comprendre comment implémenter un quicksort ou une recherche en profondeur sur un arbre est peut-être un poil moins utile aujourd'hui que ce genre de capacité. La dernière capacité aussi, c'est quand le code qu'on fait devient une commodité, comme la puissance calcul ou le stockage devient une commodité grâce au cloud, quand le code qui est généré devient une commodité, comprendre l'espace métier dans lequel on travaille devient vraiment votre différenciateur aussi. Et le développeur qui comprend vraiment les nuances d'un domaine métier, que ce soit dans le domaine de la santé, de la finance, de l'industrie, sera capable non seulement de formuler des prompts plus précis, qui donneront du code plus adapté aux besoins, mais aussi d'évaluer les réponses du système, donc le code généré, pour voir si effectivement il résout le problème métier. Et le développeur qui connaît le métier aura les bons outils, les bons critères d'évaluation pour voir si le code est performant ou peut être performant. Donc il pourrait y avoir, ou il y a déjà un shift entre les skills techniques et les skills métiers. Parce que la question, comme je l'ai déjà dit avant, ça ne sera plus tellement de savoir comment on code ou comment fonctionne l'application, mais pourquoi et quelle est la valeur métier qu'on veut donner à nos utilisateurs. Ça, ce sont les 4 shifts que je pense arrivent déjà dans le métier du développeur. Et on arrive à la fin de ce talk. Et il reste un éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, un elephant in the room. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, humains, on est irremplaçables ? Ou pourquoi j'aime à croire que nous sommes irremplaçables. Et je crois que c'est justement l'aspect humain du codage. C'est notre créativité pour imaginer des solutions qui n'ont pas encore été faites, pour imaginer le monde de demain, imaginer des applications qui n'ont jamais été construites, des problèmes qui n'ont pas encore été résolus. On a un sens du jugement qui nous aide à décider pas uniquement si on doit construire quelque chose, mais comment est-ce qu'on doit le construire. On a une empathie qui nous permet d'être dans une réunion avec des utilisateurs et de comprendre leurs besoins métiers, leur expérience, leur workflow, et d'adapter les systèmes aux demandes des utilisateurs. Ce qui fait qu'on est irremplaçable, je pense, c'est qu'on est humain, justement. Alors, dans l'histoire de l'informatique, les techniciens de l'informatique, les développeurs, ne sont jamais devenus vraiment obsolètes. Ils sont devenus
amplifié grâce aux outils construits par les autres et la composition d'outils. Les tout premiers programmeurs qui ont échangé leurs cartes en carton avec des trous pour des compilateurs, ils n'ont pas disparu. Ils ont construit des langages, ils ont construit des systèmes d'exploitation. L'autre génération de programmeurs qui a échangé l'assembleur et qui a adopté le C, ils n'ont pas disparu. Ils ont aussi construit des systèmes d'exploitation, ils ont construit Internet. Et nous, les développeurs qui adoptons les technologies d'IA et les agents de codage en IA, je ne pense pas qu'on va disparaître non plus. On va juste construire des choses qu'on n'a pas encore imaginées. Donc la question, ce n'est pas de savoir si l'IA va vous remplacer. La question, c'est plutôt de savoir si le développeur qui utilise de l'IA va remplacer les développeurs qui n'en utilisent pas. Parce que le code de demain n'est pas écrit avec les langages de programmation qu'on connaît aujourd'hui. Le code de demain est écrit dans une conversation avec la machine et nous sommes collectivement en train d'apprendre comment au mieux gérer ce type de conversation. Votre super pouvoir, ce n'est pas la syntaxe de tel ou tel langage de programmation qui sort de vos doigts. Votre super pouvoir, c'est l'imagination. C'est la capacité de vision, de créer des systèmes, de résoudre des problèmes qui n'ont pas encore été résolus ou de créer des systèmes qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc en tant que développeur, je ne pense pas que vous devez avoir peur de devenir obsolète. En revanche, vous pouvez avoir peur de louper une opportunité, c'est l'opportunité de devenir un extraordinaire développeur, un super ou une super développeuse. Voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère vous avoir inspiré pour d'abord le reste de la journée, et puis pour retourner devant votre laptop et de construire des choses nouvelles, innovantes, qui mettent le client, qui mettent l'utilisateur au centre de vos jugements de valeur. Et surtout, quand vous construisez ces choses-là, eh bien, dites-le nous, partagez vos expériences avec nous, parce que, juste comme vous, moi, je suis très curieux de savoir ce que vous allez faire avec ces outils. Merci.